Chers camarades, membres du jury, bonsoir. Le juriste est-il un obsédé textuel? Lorsque l'on me fit part de ce sujet, qui semble a priori ne porter que sur les juristes, mais qui, et nous le verrons, se doit d'être le nôtre, il me vint assez rapidement à l'esprit cette phrase, celle de Robert Sabatier. De nos mensonges, disait-il, la vérité des mots ne s'affecte pas. Ces quelques mots qui se suivent à peine, qui ont l'air si fragiles indépendamment les uns des autres, sont pourtant, ensemble, lourds de sens. Si bien que si le juriste se devait d'avoir un credo, j'ai l'intime conviction qu'il devrait en être celui-ci. Mais avant toute chose, demandons-nous ce qui pousse des jeunes personnes comme vous et moi, fraîchement diplômés, à peine sortis des rangs de la fac, à embrasser cette carrière, que dis-je, cette vocation. Vous m'accorderez assez aisément quand l'affaire, l'appât du gain, n'y est en rien. Car si, comme le dit l'un de nos poètes contemporains, rappeur plus connu sous la dénomination de SCH, se lever pour 1002 est insultant, alors il me semble que nous, juristes en herbe, connaissons un goût prononcé pour l'injure. Mais non. Au contraire, ce qui nous pousse, nous, c'est notre conviction. C'est la conviction que l'union de notre peuple envers la nation ne doit se faire, mais surtout ne peut se faire que par la voie de la justice, réveillant ainsi en chacun d'entre nous cette volonté constante de parler au nom de ceux qui ne peuvent en percer tous les ornements. Mais alors, oui, évidemment, mais c'est forcé. Notre meilleure arme, à nous, c'est la loi. La loi écrite, la loi codifiée, la loi immuable. Dans notre époque, à l'expression en 140 caractères, où porter une parole construite, argumentée sur la base de nos textes, ne semble plus que refléter qu'un tissu de mensonges. La majorité y préférant alors l'intitulé, plus ou moins croustillant, nous pouvons le leur concéder, d'une banale fake news trouvée ci et là sur n'importe quel réseau social, nous devons de garder cette accroche envers nos œuvres fondatrices, de garder cet amour envers la parole réfléchie. Chers amis, cultivons notre amour textuel. Il nous le faut, car face à nous, nos contradicteurs diront que nos lois ne sont que trop d'artifices, ne servant au final qu'à perdre les honnêtes gens dans un amas immense de tromperies. À cela, nous avons le devoir de leur rappeler que c'est par les textes que nous sommes sortis du chaos inhérent dans lequel nous vivions, et que c'est bien par l'obsession de nos aïeux révolutionnaires d'établir une constitution écrite, ainsi que des lois écrites, afin qu'elles puissent être connues de tous, permettant alors de bâtir notre nation, une nation plus juste car plus transparente. Et quand bien même, bien plus récemment,
nous avions Carbonnier, et nous avons Badinter. Et qu'ont-ils fait, eux, si ce n'est fraternellement réunis auprès d'eux, par la parole construite, argumentée juridiquement et par le sens du bon mot, notre nation tout entière vers des horizons nouveaux. Alors oui, je le répète, mais de surcroît, je le porte, je l'assume, juriste, gardez obsessionnellement cet amour de nos textes fondateurs, ainsi que de la bonne formule, comme vous le faites déjà tous si bien. Mais cela, et il en va de soi, cela ne doit pas s'arrêter à vous. C'est une cause commune que nous nous devons tous d'embrasser en notre fort intérieur, qui se doit d'être la nôtre, qui se doit d'être présente en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous. Autorisez-vous à tout moment de porter une parole construite, réfléchie, raisonnée. Écrivez vos pensées, sculptez-les. Car, soyez-en sûrs, seuls les mots, en formant de magnifiques écrits, permettent d'enjoindre les actes. Et alors, c'est les yeux, dans les yeux que je vous l'assure, de nos actes nobles, nous ne pourrons connaître que des lendemains glorieux. C'est ainsi qu'une toute dernière fois ce soir, mais soyez-en tous sûrs que c'est bel et bien pour toujours, que je vous prie, que je vous en conjure, faites-vous cette grâce. Faites-vous cette grâce, c'est fraternellement que je vous y invite. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers spectateurs, bonsoir. Le juriste est-il un obsédé textuel? Mon cher contradicteur semblait à l'instant défendre la positive. Il s'agit là d'un sujet assez complexe qui me concerne directement, moi, étudiante en droit, et j'ai eu la chance d'être tombée dessus pour enfin casser cette image du juriste que beaucoup de gens ont. Ce soir, c'est l'occasion pour moi de défendre les juristes. Non, un juriste ne se limite pas au texte de loi, il n'est pas un obsédé textuel. En tant que juriste qui se respecte, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a posé la question. C'est vrai que vous devez apprendre tous les articles du code par cœur. Cette question à laquelle chaque étudiant en droit a un jour fait face au cours d'un repas de famille, d'un anniversaire ou même d'un repas de Noël, c'est donc dans l'autre sens que j'aimerais mettre la lumière. Car, mesdames et messieurs, ce ne sont pas les juristes, mais les non-juristes qui développent cette obsession pour les textes. Ils fantasment à l'idée même qu'un juriste est une maîtrise entière des textes. Je prends l'exemple des portes ouvertes de notre beau campus auquel j'ai pu assister récemment. Toute seule à un bureau, des lycéens viennent me questionner à propos de la prestigieuse filière qu'est le droit. Et les parents, plus que les élèves, m'interrogent. Je me souviens alors d'un père d'élève qui est venu vers moi et qui m'a dit d'un ton envieux « Ça doit quand même être quelque chose de connaître tous ces textes de loi par cœur, de tout savoir sur tout. C'est pour ça que je pousse mon fils à aller en droit, je rêve que de ça. » Donc ici, qui a une obsession pour les textes? Qui est envieux à l'idée même de connaître tous les textes par cœur? C'est vrai que nous, les étudiants, sommes perçus comme des clichés ambulants. Le costume, le code sous le bras, un café. Je me souviens d'ailleurs de mon premier cours de théorie générale de la justice, en première année. Maître Dumoulin prononçait très exactement ces mots. « Vous êtes l'élite de la nation. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche. Seul un de vous poursuivra l'aventure l'année prochaine. » J'étais juste là, madame, à votre place. J'avais seulement 18 ans. Mais l'idée en droit n'est pas de faire de nous des machines, loin de là. C'est de nous pousser à développer notre logique et à savoir utiliser nos ressources sans pour autant être obsédés par les textes. On nous pousse à réfléchir. Aucun cours de droit ne repose sur de la récitation pure et dure d'articles. Pourquoi aurait-on le droit d'emmener nos codes aux examens si tel en était le cas?
Les termes d'obsédé textuel sont donc bien trop hyperboliques. L'obsession, ce symptôme, loin de la conviction, qui se traduit par un sentiment ou une idée qui s'impose à la conscience et qui se ressent comme n'est absurde, mais qu'on ne peut pas chasser de notre esprit. Nous sommes déjà d'accord en ce sens que l'obsession n'est pas un acte volontaire. Il n'est pas libre d'être obsédé par quelque chose, ça ne se contrôle pas. Être juriste, en revanche, ça se choisit, ça s'apprend. C'est même un choix de vie pour certains. Donc, nous sommes tous ici pour une raison, pour un but précis, pour un rêve différent, même si certains ne le savent pas encore. Mais nous sommes tous voués à accomplir des choses dans la vie. Alors de là, à réduire le juriste à un simple obsédé textuel, c'est de la malhonnêteté à l'état pur. Mais au fond, nous aimons parler, nous aimons dire les choses joliment. Notre activité préférée, d'ailleurs, entre juristes, c'est même de caser des expressions en latin au milieu de nos phrases, que d'ailleurs nous-mêmes avons mis 3 mois à intégrer parfois. L'adage favori des juristes, c'est d'ailleurs nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Ça veut juste dire c'est de ta faute donc t'assumes. Mais au fond, une fois sorti de cette atmosphère qui est la faculté de droit, le juriste va se distinguer de l'étudiant en droit. Et le rôle d'un juriste, c'est avant tout de savoir traduire le langage juridique en langage courant. Vous savez cette image du juriste que les gens ont, une personne qui récite des articles quand on pense, c'est tellement loin de la réalité. Derrière le juriste se cache en réalité une personne qui veut faire bouger les choses. Il n'y a qu'à prendre le mot en lui-même qui vient de juris. Les Romains appelaient même le juriste le jurisdictio, la personne qui dit le droit. Donc derrière tout ça, tout cet aspect cliché, se cache en réalité un amour pour le droit. Il ne faut pas oublier que parmi les juristes naissent des magistrats, des juges, auxquels on fait confiance, en qui l'on croit. Si François Fillon n'est aujourd'hui pas président de la République, c'est par le fait d'un juge, mesdames et messieurs. Mais qui est cet homme qui a eu autant de pouvoir dans l'avenir d'un pays? On leur accorde autant de légitimité, ce n'est sûrement pas parce qu'ils sont des obsédés textuels. Ils interprètent les textes à leur manière et vont même parfois jusqu'à créer du droit quand les textes ne suffisent plus. Quel genre d'obsédé pourrait aller au-delà de son texte et sortir de son texte? Vous comprenez bien que si nous autres juristes étions de véritables obsédés textuels, plus personne n'aurait confiance en la justice. Il n'y aurait plus de procureurs, plus d'avocats, plus de juges, plus de magistrats, plus aucune profession judiciaire. À quoi servirait un juriste qui ne peut pas s'empêcher de sortir de ses textes? Je vous pose une question, là, entre nous. Si je vous dis, mettez toute la justice du pays entre les mains d'un obsédé, le silence ici est assez éloquent. Une chose est sûre, oui, le juriste a besoin des textes pour pratiquer. Mais cela ne fait pas de lui un obsédé textuel. Le texte n'est rien d'autre qu'une des armes de toute l'artillerie du juriste. Il en a besoin, mais il n'y est pas accroché. Il peut l'utiliser, mais il n'y est pas obligé. Prenons l'exemple de la plaidoirie d'un avocat, juriste pur et dur. Un avocat, pendant sa plaidoirie, doit convaincre, surtout lorsqu'il a face à lui un jury populaire. Un avocat peut convaincre son auditeur sans même utiliser une seule référence textuelle. Il peut le faire simplement à l'art de la parole. Je suis étudiante en droit, juriste en devenir, et je suis ce soir face à vous pour un concours d'éloquence. Et j'utilisais une seule référence textuelle jusqu'ici pour vous convaincre. Ne pensez-vous pas qu'une personne obsédée aurait placé un petit article du code entre 2 phrases, juste pour se rassurer, ou même pour justifier ses propos? Quel genre de quotidien on s'imagine pour un juriste quand on entend la question « Le juriste est-il un obsédé textuel ?» Je me lève le matin, je récite quelques articles du code civil, à midi un peu plus de pénal, et ce soir je m'injecte une bonne grosse dose de droit administratif avec l'arrêt commune de mort censureur. Le lancer de nain constitue une atteinte à la dignité humaine. C'est comme ça que vous imaginez notre quotidien? Il ne faut pas oublier aussi qu'un juriste n'est pas que juriste. C'est avant tout un être humain. Un individu est juriste, mais pas que. Il a une identité outre le fait qu'il soit juriste. Il est l'enfant de quelqu'un. Il peut être le père, la mère de quelqu'un, il peut être l'ami, le frère, même parfois le mentor de quelqu'un. Il est juriste, mais pas que. Donc, le réduire au simple terme d'obsédé textuel, c'est en réalité réduire toute sa personne. Parce que oui, c'est ça une personne obsédée. C'est une personne qui va vivre que de son obsession. Donc, c'est triste de se dire ne serait-ce qu'une seule seconde qu'on puisse penser ça des juristes. Nous pouvons l'affirmer avec l'exemple de certains de nos professeurs à la faculté, ou même certains des parrains de nos associations, qui sont également des praticiens du droit, des juristes, et qui s'investissent pleinement dans leur travail.
mais qui à côté sont là pour nous conseiller sur tous les aspects de la vie. Surtout avec le bel exemple du campus de Bourg, où on a cette réelle proximité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme de mentor il y a quelques instants. Il est donc complètement injuste de réduire les juristes à des obsédés textuels. Alors non, un juriste n'est pas un obsédé textuel. Il en est libre et détaché. Et je finirai sur ces délicieux mots de Géroudou qui disait « Nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. » Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre mon point de vue sur le sujet suivant. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Bon, alors j'étais censée passer après mon camarade, mais finalement je suis devant vous maintenant. Donc ce soir, je suis le contre. Ce soir, je dois vous démontrer que la devise de Marie Curie est fausse. Marie Curie nous demandait justement de surmonter nos craintes, d'aller au-delà de nos craintes et de les comprendre pour ne plus en avoir peur. Ce soir, je vais vous démontrer justement qu'il faut que tout est à craindre, mais que rien n'est à comprendre. Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous convaincre que l'on doit avoir peur de ce que l'on ne comprend pas. Finalement, nous devons avoir peur de l'inconnu. Mais qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Elle permet donc à la personne de fuir ou de combattre cette menace. D'un point de vue de la neurologie, la peur est essentiellement une activation de l'amygdale, ensemble de noyaux au niveau des lobes temporaux. C'est des mots bien compliqués pour au final une chose toute simple. La peur est issue du cerveau de l'homme. Elle est donc ancrée en lui, elle lui est donc naturelle. C'est une réaction automatique, involontaire chez l'homme. En effet, la peur fait partie de la vie de tout être humain. Chaque personne a déjà eu peur dans sa vie. C'est un sentiment commun à tous, dont on ne peut finalement pas se débarrasser, puisqu'elle est naturelle chez l'homme. La peur est la plus forte des émotions humaines. Elle peut même prendre le dessus sur la raison. Alors, il paraît inopportun de penser qu'on peut surmonter nos peurs et nos craintes, comme le disait Marie Curie, et comme aurait dû le dire mon camarade. Alors je vous le demande, pourquoi faut-il garder nos peurs? Il faut garder cette peur parce que la peur nous permet de vivre. Selon les hommes, la peur est négative, mais en réalité, elle est indispensable à l'homme pour qu'il puisse survivre. Sans elle, l'homme n'existerait tout simplement plus. En effet, la peur nous empêche de nous mettre en danger. La peur nous empêche de mourir. La peur nous permet de nous éloigner des dangers et des menaces. Les hommes de Cro-Magnon, justement, ils devaient faire face à des dangers tous les jours, tout au long de leur vie. Leur survie était difficile. Ils étaient constamment en danger, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, ou que ce soit les autres hommes qui les entouraient. Ils ne pouvaient tout simplement pas aller vers l'inconnu s'ils voulaient survivre. S'ils voulaient continuer à vivre, ils ne pouvaient pas aller vers les animaux, ils ne pouvaient pas aller comprendre la nature qui les entourait. Sinon, ils tombaient dans ces pièges mortels. C'est pourquoi il faut garder la peur de l'inconnu. Tout comme, si nous prenons un exemple plus factuel, vous vous dirigez vers un inconnu que vous rencontrez dans la rue. Vous exposez votre vie à un danger. Certes, vous pouvez très bien rencontrer une personne, une bonne âme, une personne bienveillante, vous en faire un ami, pourquoi pas. Mais si vous tombez sur une personne malveillante, vous risquez d'être blessé, que ce soit physiquement
mais que ce soit moralement aussi, mentalement. Je pense à des insultes, à des moqueries, à des trahisons. Finalement, nous pouvons tomber sur une personne bienveillante, mais le risque de tomber sur une personne malveillante est encore plus important. Il vaut donc mieux avoir peur de l'inconnu et le fuir. Mais une autre question se pose. Pourquoi ne sert-il à rien de comprendre nos peurs? Sujet complexe, mais finalement, c'est assez évident. La compréhension des choses n'enlève pas la peur. Il est vain de comprendre une chose, car cela ne nous empêchera pas d'en avoir peur. Comme je le disais plus tôt, la peur est automatique, elle est involontaire chez l'homme. Même si nous comprenons une chose, nous continuerons à en avoir peur. Les films d'horreur. Tout le monde a déjà regardé un film d'horreur dans sa vie. On sait que ce n'est qu'une production. Les esprits, les fantômes qui y sont présents ne sont pas réels. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'en avoir peur, nous le savons, mais ça ne nous empêche pas d'en avoir peur. De même, quand nous sommes enfants, quand nous allons nous endormir, nous avons peur du monstre qui se cache sous notre lit. Et pourtant, nous savons bien qu'il n'y en a pas. Nous avons demandé à nos parents de surveiller. Nous-mêmes, nous avons regardé. Mais nous avons peur, tout de même. Et si nous nous penchons sur les phobies qui existent, qui imprègnent les gens? Nous avons pour savoir qu'une araignée n'est qu'une simple araignée, que c'est une petite bête et que la petite bête ne mange pas la grosse. Une araignée se trouve devant moi. J'ai peur. Et pourtant, je le sais. Je ne devrais pas en avoir peur. Mais j'ai peur. Mais il me faut aussi dire que la compréhension des choses amplifie la peur. Comprendre une chose, en connaître plus sur elle, amplifie la peur que l'on ressent déjà pour elle, quitte même à nous empêcher de vivre. Je vais prendre un exemple tout simple, basique, la peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort, à un moment donné. Nous avons tous eu peur de la mort. Mais comprendre la mort ne nous servirait à rien. Nous allons bien finir par mourir un jour ou l'autre. Mais plus encore, si l'on trouvait un moyen de connaître notre mort, de connaître les circonstances de notre mort, ne serait-ce pas pire que de ne rien savoir? Pensez-y. Si vous avez la possibilité de connaître le jour de votre mort, de savoir comment vous allez mourir, est-ce que vous n'allez pas vouloir y échapper? Et alors, ça vous empêcherait de vivre. Cela serait pire encore que de ne rien savoir. Vous vivriez alors dans une peur encore plus importante. Il ne sert donc à rien de comprendre ce que l'on ne connaît pas. Cela n'apporterait que des malheurs supplémentaires. Pour conclure mon élocution, laissez-moi vous dire ces derniers mots. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. La devise de Marie Curie est fausse, selon moi. La peur est bénéfique pour l'homme. Et la compréhension de nos peurs ne nous sert pas. Je terminerai ma prestation sur cette dernière phrase. La peur est naturelle chez l'homme, mais chassez le naturel et il revient au galop. Merci. Public, mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi ça va très bien, je vous en remercie. Oh, excusez-moi, permettez-moi que je m'échauffe la voix 2 secondes. Ah, voilà, toutes mes excuses. Bon, ensuite, étant donné que je suis tout seul sur ce sujet, on peut dire que j'ai officiellement gagné. Merci à tous. D'abord, je plaisante évidemment. Plus sérieusement, laissez-moi d'abord faire une rapide présentation de moi-même. Alors, comme vous l'aurez sûrement deviné, je me prénomme Thomas, même si on m'appelle plus souvent Unco ou encore Francis. J'ai 19 ans et je fais actuellement une première année d'histoire. Célibataire aussi, je cherche l'amour. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 06 06 06 06 12. Je vends aussi ma Fiat Punto, 50 000 km, essence, 14 litres au 100, tout équipé. Et si celui-là vient de ce que l'homme se trompe
au sujet du bien. Alors, sujet, ma foi, assez complexe, dont nous commencerons par expliquer les termes. Premièrement, le mal, qui est donc le fait de ressentir une douleur au point d'avoir mal. Vient, verbe venir, à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. De, c'est un article partitif. Ce, un adjectif démonstratif. Malheureusement, n'ayant que trop peu de temps pour poursuivre cette blague jusqu'au bout, me goûterai la moitié du temps qui m'a été alloué. Gentil alloué. Il y a aussi l'homme, qui est donc un humain possédant une paire de couilles. Mais alors, est-ce que cela s'applique aux femmes qui, elles, n'ont pas de couilles? Eh bien non, car les femmes ne se trompent jamais. Et pour ceux qui en douteraient, je vous invite à aller essayer de contredire votre mère. Quant à ceux qui auraient du mal à comprendre le sens de ce sujet, comme Eva par exemple, et ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas ici pour juger, j'ai moi-même mis plus de 3 jours avant de commencer à écrire. Alors on pourrait le reformuler ainsi. L'homme, ne voyant que le bien d'une quelconque situation, pourrait être fort dépourvu par les aspects néfastes de celle-ci. Par exemple, quelqu'un voulant faire du parachute pour les sensations incroyables d'une telle activité pourrait finir comme une crêpe. En parlant de crêpe, quelqu'un voulant en avaler une goulûment pourrait s'étouffer. En parlant de touffe, quelqu'un voulant porter une perruque pourrait être amené à se gratter. En parlant de gratter, quelqu'un voulant faire des jeux à gratter pourrait devenir addict. En parlant de dictée, et encore une fois, la blague commence à être longue, il va falloir que je me hâte. Alors cette citation, elle nous vient de Socrate, excellent joueur de football brésilien des années 70. Non, encore une fois, c'est une plaisanterie. On parle ici du Socrate de la Grèce antique, qui nous a d'ailleurs laissé de nombreuses autres citations, comme par exemple, dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur la bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur la mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Ou encore, un homme qui a faim n'examine pas la sauce. Ou bien la très fameuse, j'ai fait top 1 à Fortnite. Vous pourrez essayer de vous amuser à deviner laquelle des trois est fausse, mais vous pourriez être sûr. Mais revenons à notre citation, que l'on pourrait qualifier de défaitiste, de pessimiste même. On peut aisément imaginer que Socrate venait de subir un chagrin, notamment amoureux. Sa femme l'a quitté, son amante vient de claquer la porte, sa meuf la tège, la liste des possibilités est grande. Moi, très personnellement, je pense qu'il venait de casser son iPhone 11 Pro Max, édition multipla, 256 Go, 16 mégapixels et 4 Go de RAM. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il existait seulement la version de 128 Go à l'époque. Alors, ce fameux Socrate, il est né en moins 470 et est mort en moins 399. Ce qui veut dire qu'il a vécu environ 13-14 ans et qu'il a connu les fameuses guerres du Péloponnèse. Pardon, la guerre du Péloponnèse. Si en tant qu'historien je commence à me tromper, on n'est pas sorti du sable. Et là vous me direz sûrement que ce que je vous raconte n'a absolument rien à voir avec mon sujet, et c'est moi vous dire que vous avez raison. Mais que voulez-vous? Il faut bien que je trouve des endroits pour gagner du temps. J'en profite d'ailleurs pour faire une dédicace à Monsieur Quétier, qui était mon professeur de philosophie de terminale. Je n'aimais pas vraiment la philo, elle ne m'aimait pas vraiment non plus. Je vous laisse imaginer ma joie quand j'ai découvert que c'est ce sujet qui m'avait été attribué. Mais poursuivons. Prenons un enfant. Comme exemple, bien sûr, pas comme Roman Polanski. Cet enfant, jusqu'à ses 10 ans, n'aura que trop peu la notion de mal, à part celle éventuellement de la douleur, mais qu'il ne prendra pas forcément en compte avant de dévaler une pente à vélo, sans casque, ou d'avaler la capsule d'Ariel Pod qui traîne au fond du tiroir. Il ne pensera qu'à s'amuser, sans se rendre compte de l'ombre du mal qui plane sur lui. En grandissant, l'homme a tendance à faire plus attention. On peut alors émettre l'hypothèse que c'est cela que l'on appelle la maturité. Et on ne parle pas ici de fruits, mais bien toujours d'êtres humains. Mais cette maturité est-elle suffisante? Nos vies, nos quotidiens même, sont toujours remplis de déceptions, de mal. Est-ce un problème? Non. Retenez simplement que, si aujourd'hui, vous vous sentez faible, c'est parce qu'hier, vous étiez fort. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Mesdames et messieurs, membres du jury, bonsoir. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Un sujet très épineux. Et en le traitant, j'ai eu la sensation de marcher sur des braises. Comment aborder un sujet aussi brûlant? Et c'est chez moi, en regardant les flammes dans ma cheminée, que l'ampoule de la connaissance s'est allumée dans ma tête tellement forte qu'elle en a grillé. Effectivement, notre maison brûle. Cependant, si nous regardons ailleurs, il faut bien avoir en tête que c'est chacun pour une raison différente. Moi, personnellement, c'est pour essayer d'éviter d'entendre des cris de ma petite sœur que j'ai accidentellement oubliée dans sa chambre. Voyez-vous, cette différence de raison s'explique par la différence de vision que chacun a de sa maison. Pour Sigmund Freud, par exemple, c'est une question d'inconscient. Votre maison est votre esprit. Il disait lui-même « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». Oui, Sigmund Freud parlait comme ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la conscience freudienne, elle se compose en 3 parties. Le « ça », qui crée des désirs immoraux, comme, pour prendre un exemple tout à fait banal, et de Freud lui-même, tuer son père et faire l'amour à sa mère. Le « surmoi », qui, à l'instar de Nespresso ou de l'Afrique du Sud, filtre tout ce qui est trop noir. Et la dernière, qu'il appelle le moi, qui procède à l'équilibrage de ces informations. Freud détourne donc le regard pour limiter les dégâts sur sa conscience et décide donc de retourner sur son regard vers sa chaleureuse mère, comme je le disais précédemment. Cependant, résumer la conscience par le simple principe freudien serait réducteur. Voyez-vous, la conscience ne se limite pas à notre personne, mais elle se projette également sur les autres. C'est ce qu'on appelle les sentiments. L'amitié, la colère, la tristesse, ressentir et exprimer des émotions, c'est comme inviter notre entourage, leur faire voir qui on est. Et en échange, ils nous invitent chez eux. Et là, nous regardons ailleurs. Nous ouvrons notre esprit. Vous l'avez compris, notre inconscient est notre maison. Et si nous regardons ailleurs, c'est pour limiter des dégâts irrémédiables. Mais vous me répondrez, moi quand je dis maison, je pense d'abord à quelque chose de matériel, de solide. Et effectivement, vous auriez raison. Nous avons 2 maisons, une mentale et une terrestre. Changeons de personne, de la philosophie, passons à la politique. Prenons Jacques Chirac, l'auteur de mon sujet. Ici, c'est notre planète qui est représentée par la maison. Notre chère Terre brûle. Et ce ne sont pas les Australiens qui diront le contraire. Le réchauffement climatique est un danger, une bombe à retardement qui ne demande qu'à enflammer notre planète. Et c'est toute une suite d'actes humains qui aggravent ceci. La pollution aggrave le réchauffement climatique. Les transports aggravent la pollution. Le commerce aggrave les transports. Et nous ne faisons rien contre ça. Au contraire, les échanges augmentent de plus en plus. Et au lieu de les diminuer pour essayer de régler le problème, nous détournons le regard en, par exemple, taxant les billets d'avion pour favoriser le développement des pays les plus pauvres, ce qui leur permettra de polluer à leur tour. Cette analogie a également été reprise par Greta Thunberg lors du Forum économique mondial en 2019, qui prononça ces mots. Jak vila duska agera som varduzazibrand, fordetadet. Personnellement, si j'avais été en face d'elle, je lui aurais répondu tout de suite Yamena atalvi. Bon, pour ceux du fond qui n'ont pas pris LV3 suédois au lycée, en français, ça veut dire « Je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu parce qu'elle l'est ». Et moi qui lui réponds « Oui, mais quand est-ce qu'on mange ?» Plus sérieusement, cet exemple montre que cette idée de maison qui brûle pour représenter la Terre n'est pas nouvelle et elle n'est pas à négliger. D'un point de vue scientifique, cependant, on peut nuancer. Et j'en appellerai au grand principe de Darwin et des Pokémon, l'évolution. Notre maison brûle, certes, mais est-ce forcément une mauvaise chose? Après tout, que peut-on faire face à la fatalité? Il faut rester optimiste et voir l'avenir. Puis de toute façon, elle était moche. J'en construirai une nouvelle avec les sous de l'assurance. Le feu peut être une source de renouveau. Si nous regardons ailleurs, cela veut également dire que nous regardons plus loin. Pour une raison de progrès, l'humanité a toujours été confrontée au feu, depuis ses tout débuts, et après l'avoir dompté, a réussi à en faire un véritable outil. Prenez l'agriculture sur brûlis.
qui consiste à faire partir une très grande parcelle de terrain dans les ravages des flammes pour faire refleurir un nouveau superbe champ, encore plus fertile que le précédent. Le phénix lui-même ne renaît-il pas de ses cendres? Non, ça fonctionne qu'avec le phénix, j'ai essayé avec mon chat, ça fonctionne pas. Le feu détruit certes, mais permet la renaissance. Mon esprit d'historien me force à vous parler des 30 Glorieuses. L'Europe est partie en flammes pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite enchaîner sur 30 ans de prospérité économique exceptionnelle et à des taux jamais égalés jusque-là. Enfin, fermons le cercle et revenons à la maison de la conscience. Prenons les sentiments. C'est quand ils sont enflammés qu'ils sont les plus puissants, les plus purs. L'amour enflammé de Belle pour la bête, la passion brûlante entre O.J. Simpson et sa femme. Les exemples sont légion, mais l'amour n'est pas seul. La colère également, bien qu'elle inquiète notre entourage, c'est elle qui, lorsque ces braises se sont rallumées, ont donné naissance au fameux mouvement de prise de parole par les femmes victimes de viol après l'affaire Weinstein. Du feu naît la liberté de s'exprimer enfin pour condamner les pires actes de l'humanité. N'oublions pas la tristesse. Ce sentiment que nous fuyons tous, nous regardons ailleurs pour lui échapper. Non, regardons ailleurs pour voir jusqu'où il peut nous mener. Certes, la tristesse enflammée est impossible à éteindre et nous amène au fond du trou. Mais c'est quand nous sommes au fond du trou que nos pieds touchent le sol. Et qu'à ce moment-là, nous pouvons nous propulser dans toutes les directions. Surtout lorsque nous sommes aidés par le dernier sentiment que je citerai, l'amitié. Nous avons tous un ami à qui on donnerait notre vie et qui donnerait la sienne, en sachant qu'on en fera bon usage. Cet ami qui viendra vous chercher jusqu'au fond de ce trou, poussé en avant par cette amitié qui le consume, pour nous aider à atteindre notre but à tous les prix. Alors oui, notre maison brûle, et laissons-la brûler. Regardons ailleurs pour voir plus loin que notre propre conscience. Ouvrons-nous vers les autres pour avancer. Et n'oublions pas que le feu détruit tout, même l'adversité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, peut-être êtes-vous venus ici pour vous divertir ou par goût de ces joutes oratoires où la parole a le privilège, le grand privilège, d'être autant le moyen que la fin. Alors soyez assurés que j'essaierai de traiter le sujet qui nous a été confié sans trop de gravité, parce que c'est vrai, l'actualité est déjà suffisamment lourde pour vous dispenser de tout sermon. On n'a plus le temps de respirer, entre les nouveaux cas de coronavirus, les nouvelles vidéos de Benjamin Griveaux, ou pire, les partiels qui approchent, sur lesquels, je l'admets, nous regardons tous ailleurs. Alors il y a de quoi rester perplexe devant la phrase du président Chirac qui m'a été attribuée « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Bon. Il fait ici l'usage d'un génie politique déjà approuvé lorsqu'il avait décidé de dissoudre une Assemblée nationale rangée comme un seul homme derrière lui. Mais que voulez-vous, il vous l'est soutenu ce soir en salle 318, les cons osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Notre maison brûle, vraiment. Aux dernières nouvelles, pas la mienne. Touchons du bois tant qu'il en reste, et je l'espère pour vous, pas la vôtre. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Mon contradicteur n'est pas au front en Australie, il prend le temps de plaider et même celui d'écouter. Alors son urgence est abracadabrantesque. Pire, c'est un pompier pyromane que j'ai en face de moi. Je crois que je l'ai vu à notre dernier gala allumer le feu. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de paniquer plus que nécessaire. Une maison qui brûle, c'est vrai, je l'accorde au président, c'est une partie de soi qui s'en va, on doit tout recommencer à zéro. On doit se battre avec son assureur pour quémander des pièces jaunes, et même que Bernadette. Et si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, c'est la totale. Mais vous l'avez compris, nous ne parlons pas que d'immobilier ce soir. Et il y a bien à redire sur cette déclaration de Jacques Chirac. Ce qui m'offusque, c'est qu'il se contente de décrire une réalité pour ne pas avoir à l'affronter. Il estime que le devenir de la Terre incombe à l'humanité tout entière, et que tous ces mots incombent à l'humanité tout entière. Exactement, pour ne pas avoir à pointer du doigt les erreurs prises en haut lieu par une poignée d'individus, ces mêmes erreurs ayant exactement les plus lourdes conséquences en matière environnementale. Et je n'y reviendrai pas, vous les connaissez autant que moi. Mais c'est pourtant Jacques Chirac qui, de sa main blanche, a relancé les essais nucléaires en Polynésie française. On avait fait mieux comme durable, non? Que voulez-vous, il aimait les pommes, apparemment moins les noix de coco.
Et alors qu'il est un des hommes les plus puissants du monde, il se lamente des caprices du climat, à la façon d'un agriculteur corrézien. Imaginez-le un jour au maire d'une grande ville, un soir de 14 juillet, qu'aurait-il dit ? Nos voitures brûlent et nous regardons le feu d'artifice. Non. Le vrai sujet, mesdames et messieurs, le vrai sujet, c'est que nous faisons le constat amer de notre propre impuissance face au désastre annoncé, et là-dessus, personne ne tourne le regard, croyez-moi. Notre regard est même livide, figé face à cette... Avant de vous soucier précisément de la Terre entière, vous devez construire d'autres situations, faire des études, etc. À ce titre, un certain Manu a dit quelquefois, si tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. Par éducation, on vous a appris à ne pas faire de vagues, mais pas à éteindre des flammes. On vous a appris à étudier pour obtenir des postes à forte valeur ajoutée, mais qui ont comme inconvénient de vous offrir du pouvoir d'achat, donc une capacité à polluer supplémentaire. Ne vous a-t-on jamais répété cette phrase ? Fais en sorte de tirer ton épingle du jeu, passe ton bac d'abord. On ne regarde pas ailleurs, on nous pousse à regarder ailleurs. Donc je vais vous libérer ce soir d'un grand fardeau. Vous n'êtes en votre état ni responsable, ni redevable envers qui que ce soit des préjudices environnementaux. Nous ne sommes pas aux responsabilités. De facto, nous n'avons pas à répondre des quelconques préjudices liés à l'activité de la collectivité à laquelle nous sommes vivement priés de nous y joindre. Quelle absurdité, quelle mauvaise foi de décider d'augmenter le prix des carburants au nom de l'écologie quand celle-ci est nécessaire à la participation de nombreuses personnes à une économie lourdement polluante. Vous voyez bien qu'ici, le devoir collectif de réponse écologique s'effrite à l'allure des côtes bretonnes. On rien introduit ni plus ni moins que des privilèges, des corvées, comme sous l'Ancien Régime, au nom de l'environnement. Un droit de pollution abondant pour quelques-uns, une obligation de tri sélectif pour d'autres. Dans une société qui se fait le chantre de l'égalité, est-ce bien raisonnable ? Est-ce qu'on doit l'accepter ? Est-ce qu'on doit continuer à faire comme ça ? Alors en guise de conclusion, j'aimerais évoquer la notion de l'urgence climatique, une urgence dont on parlait il y a 20 ans, dont on vous parlera encore dans 20 ans. Et le problème de l'urgence perpétuelle, c'est qu'elle est épuisante. Elle profite toujours soit aux idéologues, soit aux incapables, ceux qui n'ont aucune solution à proposer et qui tétanisent précisément les véritables envies de changement. Alors si je devais vous donner un conseil, ce serait de respirer un tout petit peu, même s'il est repollué. Il faudra tenir bon jusqu'au prochain sommet de la dernière chance, pour sauver la Terre, sauver le climat, qui dureront à mon avis autant que les impôts. Et tout simplement continuer à vivre en attendant le déluge, parce que Brassens disait que la vie est à peu près notre seul luxe ici-bas. Je vous remercie.